Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ufologie Dynamique, anomalie aérienne non conventionnelle. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une information extrêmement importante puisqu'il s'agit de ce fameux briefing UAP classifié qu'il y a eu avec des congressmen et forcément des gens, des personnalités politiques de premier plan aux États-Unis. Donc on va pouvoir faire en fait, si vous voulez, un décryptage de ce qui s'est passé et vous allez voir, ça fait un peu chou blanc. Mais il pourrait y avoir des répercussions vis-à-vis de ça. Il y a quand même des points, si vous voulez, il y a des points, la plupart des points sont négatifs, mais il y a quand même un point positif sur un effet boomerang de ce qui pourrait se passer vis-à-vis justement de la sortie de ce fameux briefing UAP qui a eu en fait avec le département de la défense aux États-Unis. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, au départ, on va s'intéresser, si vous voulez, à un premier média, c'est le Daily Wire. Alors donc, on va commencer comme ça, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à commenter. Donc les représentants donc du gouvernement voient une nouvelle opportunité pour la demande de comité OVNI avec l'orateur Mike Johnson. Alors on va regarder ça tout de suite. Donc ça c'est suite tout simplement à la réunion, enfin l'espèce de briefing UAP qu'il y a eu avec le DOD, département de la défense, etc., sous la supervision probablement de Madame Susan Goog, spécialiste en psyops, je le rappelle encore une fois. Donc, allez. Alors, les députés de la Chambre disent qu'ils veulent essayer à nouveau d'obtenir l'approbation d'une commission sélectionnée sur les phénomènes anormaux non identifiés, ou UAP, maintenant que la Chambre a un nouvel orateur, un républicain. Donc Tim Burchett a déclaré au Daily Wire jeudi qu'il avait déjà parlé avec le président Mike Johnson pour évaluer son effort pour obtenir un meilleur accès au Congrès, pour avoir plus d'informations, si vous voulez, classifiées sur les UAP. Alors il faut savoir que cette information date du 26 octobre, hein, donc elle est vraiment pas vieille. Elle date d'hier, puisque là l'enregistrement se fait le 27. Donc, il semble très réceptif, a déclaré Burchett dans un interview lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que Johnson pourrait être ouvert à un comité restreint. Il a répondu: je le fais parce qu'il n'est pas redevable aux entrepreneurs de la défense. Lorsqu'il a demandé s'il demanderait la création d'un comité restreint, Burchett a fait observer qu'il avait déjà fait de manière informelle, mais qu'il devrait faire une demande officiellement. Alors c'est vrai qu'il y avait une première demande qui avait été demandée d'une manière un peu informelle, mais on verra par la suite comment que ça va se passer, vous allez voir. C'est assez compliqué hein, quand même l'administration américaine, surtout en matière politique, gestion du Congrès et défense, c'est quand même assez compliqué. Donc un autre législateur, le représentant Eric Burleson, a déclaré au Daily Wire qui voulait également faire pression sur Johnson pour un comité restreint et il aimerait voir Burchett comme président du panel, donc carrément. Hein. Donnez-lui l'autorité qui chasse ce lapin, a déclaré Burlinson à propos de Burchett, et je pense qu'en fin de compte, il y a beaucoup d'argent dépensé, beaucoup d'impôts sont dépensés, le peuple américain, les membres du Congrès savent ce qu'il se passe. Alors ça c'est vrai, hein, ils sont en train d'avoir l'œil justement sur les dépenses, et d'ailleurs c'est ce qui arrange pas les affaires du Pentagone, et c'est ce qui arrange pas non plus les services de renseignement, le DOD, etc. Ça arrange pas du tout que là ils aient un œil de plus en plus averti là-dessus, parce que c'est vrai que on avait cette impression que chacun faisait ce qu'il voulait, si vous voulez, et ça c'est assez étonnant. Hein. En fait, il n'y a pas de contrôle. On a cette impression qu'il n'y a pas de contrôle. C'est assez étrange, mais c'est comme ça. Alors Burlinson a expliqué qu'un comité restreint donnerait aux membres une autorité à connaître sur l'UAP. Alors une autorité, qu'est-ce que c'est? C'est un niveau d'accréditation, et justement on va revenir sur le niveau d'accréditation parce que il y a eu sur internet pas mal de choses qui ont été dites, et je trouve que les choses qui ont été dites sont un peu idiotes. Comme si on allait leur déposer une soucoupe volante, si vous voulez, un ovni sur la table. En fait, ça se passe pas comme ça. Et on voit cette méconnaissance, et je reviens encore là-dessus, hein, sur franchement le net, sur X, mais sur les réseaux sociaux en particulier, cette méconnaissance historique du domaine des renseignements, du domaine de la classification, du compartimentage en fait d'informations.
on voit toute cette méconnaissance, cette espèce de crédulité et naïveté, parce qu'il y a un rendez-vous, ça y est, on va avoir toute la vérité. Ben non, ça se passe pas comme ça, c'est extrêmement plus compliqué. En plus, les États-Unis, c'est vraiment extrêmement architecturé, hein. C'est vraiment des comités, des sous-comités, etc. En plus, c'est des silos compartiments défense qui sont tous, en fait, si vous voulez, séparés. Donc c'est comme ça qu'ils agissent, hein. Donc c'est vraiment pas simple déjà. Donc on pouvait pas avoir là sur une réunion, enfin sur un briefing, on pouvait pas avoir un élément quoi que ce soit. D'ailleurs ça a été vide. Alors il y a eu quelques petits éléments un petit peu ambigus qui ont été notifiés, mais tout le reste était classé confidentiel défense. On va voir pourquoi en fait c'est classé confidentiel défense et pourquoi vous pouvez pas avoir, vous en tant que public et moi en tant que citoyen européen, hein, vis-à-vis même des États-Unis, mais le citoyen américain ne peut pas avoir accès parce que il y a de la classification et de la surclassification. Ça, par contre, on l'avait reproché effectivement au département de la Défense qu'il y avait une surclassification des dossiers, une surclassification des rapports, etc. Et là, ça concernait en particulier David Grosh, donc les déclarations au congrès de David Grosh, hein, si vous vous rappelez, le 26 juillet donc 2023. Donc Burlinson a expliqué qu'un comité restreint donnerait aux membres une autorité donc à connaître sur l'UAP, c'est vrai, donc une accréditation si vous voulez supérieure. Alors, soit une accréditation, ou soit une espèce de passe-droit si vous voulez, au niveau de la loi américaine. C'est-à-dire que ce passe-droit, ce comité restreint, peut avoir accès à de nombreux dossiers que le Pentagone est obligé de lâcher. Donc, ce qui mettrait d'ailleurs Susan Goog dans une posture pas très favorable parce que du coup ils vont pouvoir avoir accès aux dossiers, donc enfin peut-être pas tous les dossiers mais au moins une bonne partie. Donc parce qu'à l'heure actuelle une grande partie de l'intelligence n'est accessible qu'aux personnes qui sont dans des comités qui doivent savoir. Alors quand ils expliquent ça, hein, c'est une traduction qui doivent savoir, c'est parce qu'en fait ils ont un niveau d'accréditation pour avoir accès aux dossiers. Tout simplement. Et ces comités ne se concentrent pas du tout sur ce sujet. Et donc, si nous créons un comité qui a un but pour cela, il est difficile de nous refuser que nous devrions pas avoir accès à l'information. Non, là, ça sera extrêmement difficile. Parce que si vous refusez, si par exemple, je vous explique comment que ça se passe, si le département de la Défense refuse un comité restreint du Congrès d'avoir accès au dossier, ça va très mal se passer. Ça va très très mal se passer entre le Pentagone et le Congrès. Et là, à mon avis, ça va pas le faire. Ça va aller jusqu'à la présidence. Et là, c'est le président qui va statuer. Donc, va falloir un moment qu'il lâche prise, si vous voulez. Donc, la pression, il faut qu'elle continue. On est d'accord. Même si, pour l'instant, c'est quand même assez pessimiste par rapport à ce qu'on a vu, par rapport au fameux briefing. Il y a quand même quelque chose d'optimiste, c'est que ça sera difficile de reculer. Enfin, sur un moment, que ce soit Kathleen Hicks ou Madame Susan Goog, porte-parole du spécialiste en psyop et porte-parole du Pentagone, il y a un moment, il va falloir lâcher, parce qu'il y aura un contrôle permanent du Congrès, et là, c'est pas la défense qui va vouloir jouer un rôle là-dedans, c'est le domaine du financement en fait, de la défense. Donc attention, c'est ce que je l'avais déjà dit il y a quelques mois. Attention parce que l'argent descend, mais il y a un moment, l'argent peut se couper. Les finances peuvent, dans certains services, se restreindre. Je pense qu'à mon avis, on peut peut-être réfléchir. Donc, une demande de comité restreint sera la deuxième cette année. Burchett s'est joint à un groupe bipartisan de collègues de la Chambre à la fin du mois de juillet, ça on l'avait vu, demandant officiellement une commission de l'UAP, sélectionnée juste après le témoignage de David Grosh, un ancien responsable américain du renseignement. Donc, Grosh laisse les membres qui veulent en savoir plus, car il avertit qu'il n'y avait que tant de choses qu'on pouvait dire en dehors du cadre classifié. Alors c'est vrai que Grosh a dit, si vous vous rappelez, et c'est pour ça que beaucoup ont perdu la mémoire sur X et sur les réseaux sociaux. Si vous vous rappelez ce qu'avait dit Grosh, et d'ailleurs je l'ai cité au mois de septembre, et d'ailleurs je l'ai rappelé sur les réseaux sociaux pour le mois de septembre, la vidéo que j'avais faite, j'avais dit: comment voulez-vous que les politiques aient, si vous voulez, des informations classifiées concernant ce que déclare David Grosh, si eux-mêmes n'ont pas le niveau d'accréditation. Parce que quand je vois des réactions puériles totalement sur X,
Mais ça m'a fait rire. C'est vrai que j'ai été très ironique, encore une fois. Pourquoi? Parce que les gens ont cette totalement amnésie de ce qu'a déclaré Grosch. Grosch, il l'a dit clairement d'ailleurs, c'est même pour prendre sa défense. Il l'a dit, non, vous ne pourrez pas avoir accès parce que vous n'avez pas le niveau d'accréditation nécessaire. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a rien de fantastique, il n'y a rien de fantasque là-dedans, c'est logique. Hein, c'est comme ça que les États-Unis fonctionnent. C'est comme ça que les États-Unis fonctionnent avec leur département de la défense, avec leur service de renseignement, avec le gouvernement, etc. Donc, quand je voyais les gens là réagir sur X, mais ça m'a fait rire. Oui, ne lui disent rien, mais c'est pas logique. Grosch l'a dit. Grosch l'a dit lui-même. Regardez encore ma vidéo du mois de septembre. J'en parle encore dans la vidéo du mois de septembre. Je savais très bien déjà depuis le mois de septembre ce qui allait se passer par la suite. Pourquoi? Parce que Grosch l'avait dit au mois de juillet. Il avait dit tout simplement, bah non, il faut un niveau d'accréditation très haut pour avoir accès à ce type d'informations. C'est surclassifié. Alors, est-ce que c'est surclassifié logiquement par rapport à la sécurité défense, à la sécurité nationale? Peut-être, hein, je ne sais pas. Je suis pas là, je ne vais pas défendre le Pentagone non plus, mais est-ce qu'il y a des logiques? Il y a peut-être des logiques de ne pas divulguer. Hein. On va pas divulguer, comme je le disais déjà dans plusieurs vidéos, on va pas divulguer aux Chinois, on va pas divulguer aux Russes ce qu'on a. Hein. Enfin, je veux dire, ça paraît logique. Donc après, il y a d'autres. Effectivement, il y a des rapports qui sont surclassifiés, que je trouve surclassifiés. Des rapports UAP, en particulier d'observation, de ciblage par des avions de chasse. Effectivement, de films provenant d'avions de chasse qu'on n'a pas. Et on devrait normalement les déclassifier pour les rendre publics. Et puis en plus, pour les donner aux scientifiques. Je vous l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos. Donc c'est vrai qu'il faut quand même relativiser par rapport à ça. Donc on va continuer. Donc avant que Delaware ne leur parlait à eux jeudi, Burchett et Burleson ainsi que d'autres membres du comité de surveillance de la Chambre ont assisté à une réunion d'information classifiée sur le Capitol Hill avec des représentants du bureau de l'inspecteur général du département, donc le DOD-OIG, l'un des deux gardiens du gouvernement que Grosch avait contacté avec des informations classifiées et des représailles liées à ces révélations. Alors en fait, il y a eu des représailles possibles sur David Grosch. Alors on a quand même une tentative de représailles, on va quand même en parler, c'est cette fameuse tentative pour discréditer Grosch vis-à-vis en fait de son passé. Hein. Ils ont utilisé en fait un jeune qui avait un site internet, etc. Ils ont utilisé un jeune, en soi je pense que c'est la CIA qui est derrière, pour essayer de... À partir du moment qu'on essaie de déboulonner David Grosch, je pense que David Grosch a quand même des choses véridiques à dire. Donc, parce que sinon, on le laisserait dire ce qu'il veut. Donc, je pense que si on essaie de déstabiliser une personne comme ça, c'est pour quelque chose. C'est qu'il y a de la matière derrière. Alors, peut-être pas tout, mais au moins une certaine partie, quoi. Donc certains législateurs se sont éloignés du SCIF, donc tout ce qui est en fait mécanisation des informations sensibles, déchiffrant comment ils n'ont rien appris de nouveau, ça on l'avait vu. Jared Moskowitz et Anna Polinouna ont déclaré aux journalistes qu'on leur avait dit qu'ils n'avaient pas l'autorisation appropriée pour obtenir certaines informations. Cela est en dehors de l'objectif du contrôle du gouvernement, a déclaré Luna. Donc c'est en fait, enfin en dehors en fait de leur objectif en fait attendu. Rien d'inattendu ni de nouveau signalé, déclaré Burchett au Daily Wire. Je veux dire, ces gars-là, leurs bureaux sont tellement compartimentés. Bah oui, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. C'est comme regarder vers la bas d'un canon d'un fusil 22, ils ne sont pas couchés, mais ils sont tellement compartimentés. Alors, bon, c'est une traduction, mais on voit à peu près ce qu'il veut dire. Dans une déclaration postée sur X, Joe Khalil de News Nation, le DOD, a déclaré « Le bureau de l'inspecteur général du département de la Défense n'est pas responsable de la classification de l'information dans notre travail de supervision. Pas plus que nous déterminons le niveau des habilitations de sécurité pour les dirigeants du Congrès. » Alors, effectivement, il faut aussi revoir ça. L'inspecteur général n'est pas qu'à accuser. C'est-à-dire que c'est des ordres qui lui sont donnés en fait au-dessus. Et c'est eux qui, ce sont des responsables au-dessus qui donnent le niveau de classification de l'information et qui supervisent l'inspecteur général.
Donc, c'est-à-dire que vous avez en fait des gens au-dessus de l'inspecteur général qui disent, bah non, bah vous avez, d'une manière simple, hein, pour vous expliquer, vous avez tout simplement, bah non, des classifications d'informations et on va superviser ces classifications d'informations et puis vous n'allez pas les dire, hein, tout simplement parce que c'est un ordre. Voilà, c'est un ordre, hein. Voilà, c'est un ordre direct. Donc là, à partir de là, bah, l'inspecteur général est obligé de s'y conformer, hein, on va dire ça comme ça. Donc pas plus que nous déterminons le niveau des habilitations de sécurité, pareil, et détermine pas le niveau de sécurité pour les dirigeants du Congrès, c'est pas l'inspecteur général qui le fait. Le département de la Défense s'est engagé aussi à être transparent, communicatif que possible avec nos chefs de Congrès. Ouais, ça c'est moins sûr. L'exposé étant classifié, les membres sont limités dans ce qu'ils peuvent divulguer. Bah oui, Berlinson, bah oui, ils sont pris, en fait, les gens qu'ils ont vus au briefing. Vous attendez, en fait, j'ai l'impression que vous attendiez qu'ils vous disent plein de choses, mais pas du tout. Ils sont dépendants d'une structure, euh, si vous voulez, ils sont dépendants d'une structure supérieure. Vous avez en fait c'est très compliqué, hein, ce que je disais, c'est presque soviétique en fin de compte. Leur ancien ennemi, ils ont exactement la même architecture que leur ancien ennemi soviétique. Vous avez en fait différentes strates, enfin, différents niveaux, et en fait vous avez un niveau qui donne l'autorisation à l'autre, et après ce niveau-là, en dessous, va donner l'autorisation à l'autre, et ainsi de suite. C'est une espèce de structure pyramidale. Et il faut bien comprendre comment que ça se passe. Et avec du recul, hein, avec un petit peu de recherche, ça fonctionne de cette manière. Alors, donc, c'est-à-dire que les gens du briefing, bah, ce sont que des exécutants. Et même que l'inspecteur général n'est qu'un exécutant, vous avez encore d'autres niveaux encore au-dessus. Hein, c'est pas inspecteur général, lui, bon, il est limité, hein, en fin de compte. Hein. Et d'ailleurs, il l'a déclaré, il est limité. De toute façon, il est incapable de donner le niveau d'accréditation, le niveau d'habilitation, etc. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Puis, la réunion, elle servait à rien, en fin de compte. Donc, on va voir ça après. Vous allez voir, c'est assez quand même effarant ce qui s'est passé. Donc, Burlinson a déclaré que l'exposé n'avait pas modifié ses perspectives sur la question des ovnis, mais il a souligné qu'il pensait nous devons obtenir plus d'informations sur le sujet. Alors ça, c'est Burlinson, ouais, il doit avoir plus d'informations et il doit obtenir plus d'informations, ça c'est clair. La question de savoir si un certain degré de réponse a été fourni sur la base de ce qui a été allégué, quelques degrés, mais c'est vraiment frustrant parce que je ne peux pas dire ce qui a été dit. Bon, ça c'est normal. C'est ce qu'on appelle la classification par protocole. Vous avez en fait, lorsque vous faites une réunion classée défense, donc secret défense, vous avez un protocole. Ce protocole, vous avez ce qu'on appelle un protocole de non-divulgation. Si vous divulguez, vous allez en prison. C'est même pas. Vous perdez votre poste, vous perdez votre travail, vous allez en prison. Donc c'est pratiquement considéré comme trahison. Donc du coup, donc c'est secret défense, c'est compartimenté via des protocoles de non-divulgation. Donc vous devez vous engager à ne pas divulguer ce qui a été dit dans ce bureau fermé, même si ça a été enregistré, hein, mais ça c'est au niveau de la défense, c'est pas au niveau public, donc quelques degrés, mais c'est vraiment frustrant parce que je ne peux pas dire ce qui a été dit, mais je dirais simplement que mon point de vue sur le phénomène OVNI n'a pas changé. Ma vision du monde, de ce que nous voyons, de ce que nous vivons, c'est que c'est probablement expérimental des États-Unis. Alors, par contre, j'ai pas compris ce qu'il a voulu dire par là, que ce soit du secteur privé ou que ce soit fait par le biais d'une opération noire au sein du ministère de la Défense ou de l'Énergie. Alors, une opération noire, c'est un peu une opération clandestine, en fait, une espèce d'opération qui serait un peu non déclarée au sein du ministère de la Défense ou de l'Énergie. C'est quand même assez grave ce qu'il vient de dire, mais en même temps, il est en train de banaliser tout simplement le phénomène OVNI, tout simplement, parce que il dit que c'est probablement expérimental. Je vois pas de quoi il veut parler. Si c'est expérimental au niveau de ce qu'a dit David Grosch, donc ça serait une opération donc psychologique. Voilà. Après, ça vous de réfléchir hein, sur certaines personnes que j'ai déjà citées. Donc David Grosch aurait en fait une opération psychologique et
ou est-ce qu'il parle en fait du phénomène lui-même? Alors s'il parle du phénomène lui-même, là, non. C'est pas une opération psychologique parce qu'en plus de 80 ans de faits médiatiques et même au-delà hors médias, de toute façon, en 80 ans, vous auriez des gens, si ça avait été une opération psychologique, vous auriez des gens qui auraient en fait dit les choses, voilà, avant de mourir. Vous auriez eu des déclarations de dizaines d'agents de renseignement, de dizaines de supérieurs, supérieurs de services de renseignement qui auraient tout balancé. En fait. Simplement que c'est impossible de cacher en 80 ans une histoire pareille, une opération psychologique. Combien même, et ça je le souligne, je l'avais déjà souligné dans une vidéo, dans des vidéos, combien même on a utilisé le phénomène OVNI comme opération psychologique. Hein, l'époque du U2, bon, pour cacher les prototypes secrets d'avions, etc. Mais pour cacher aussi le noyautage de certains organismes ufologiques à l'époque, c'était le NICAP. Donc le NICAP avait été infiltré par des services de renseignement. Il y a eu des opérations psychologiques vis-à-vis des projets du panel Robertson, qui en fait voulait utiliser ou a utilisé le cinéma pour discréditer par exemple le fait ufologique, etc., etc. Donc ça, ce sont des opérations psyop. Ça, c'est clair, c'est effectué sur le pop. Mais je vois pas, j'ai du mal à décrypter en fait ces dires. Alors, j'ai pas posé la question à John Greenwald ni à d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il veut dire là-dessus? Qu'est-ce qu'il veut dire là-dessus? Comme quoi, il y a une opération psychologique, une opération, voilà, c'est expérimental. Alors, ça peut être sûrement peut-être David Grosh. Donc c'est une opération expérimentale, c'est possible. Et d'ailleurs, si je vous rappelle en fait à la mémoire des vidéos que j'ai faites, j'ai quand même dit que David Grush, je mettais un doute, plus de doute sur la personne par rapport à ses dires et par rapport à cette manifestation où il arrive comme ça d'un coup, en nous disant ça, c'est très très déstabilisateur par rapport à ce qui s'est dit depuis 2017. Ou par rapport au dire de Ryan Graves ou de David Fravor. Je le disais que justement, ça pourrait être un agent qui déstabilise. Vous rappelez de ça? Si vous regardez bien les vidéos que j'ai fait en UAP News à l'époque de ces déclarations, j'avais bien spécifié il pourrait très bien être un agent psyop, tout simplement. Alors, est-ce qu'il veut parler de ça? Voilà. Ou est-ce qu'il veut parler du phénomène OVNI lui-même? Alors, si il parle du phénomène OVNI, là, il l'a dans le baba, excusez-moi, je suis un peu trivial, mais son opération Psyop, ça ne fonctionne pas chez un agriculteur de Normandie qui voit un disque argenté au-dessus de son tracteur. Donc, excusez-moi, ni d'un scientifique avec ses enfants en se baladant, voyant un objet non conventionnel qui ne correspond pas à ce qu'ils connaissent. Donc, excusez-moi, mais là, c'est pas une opération psyop, c'est un fait, c'est une vision d'un fait. Donc là, non. Par contre, effectivement, il y a sûrement des opérations psyop, mais je rappelle encore, je l'avais rappelé dans une vidéo, que les opérations psychologiques sont interdites sur le peuple américain. Sont extrêmement interdites, c'est punissable. Vous pouvez complètement casser un service si on découvre qu'une opération psychologique a été faite sur le peuple américain. Là, c'est tout le service qui descend, hein, de la tête jusqu'au dernier. Hein. C'est remplacement global avec un recalcul des budgets. Hein. Donc, j'espère qu'ils n'ont pas fait ça, parce que s'ils ont fait ça et qu'on découvre qu'il y a une opération psychologique qui s'est faite sur le peuple américain, à mon avis, vous avez des cabinets de juristes qui vont arriver et là, ça va faire très mal. Donc là, défense ou pas défense, là, ça va faire très mal. Donc, j'espère, en tout cas pour eux, que c'est pas ça. Mais c'est quand même étrange et ambigu ce qu'il vient de dire. Il a également commenté, je vais juste dire ceci. Les ovnis ne me tiennent pas éveillé la nuit, il n'était pas avant, et après cette réunion, il ne l'était pas. Bon, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je dis à un électeur que ce qui me maintient éveillé la nuit, c'est la dette nationale, la guerre en Ukraine, la guerre en Israël, le potentiel de troisième guerre mondiale. Et donc, il n'y a rien qui a brisé ma vision du monde aujourd'hui. Ah bon? Enfin, je veux dire, alors je suis d'accord avec lui dans la réalité, mais là ça veut dire que le phénomène ovni n'est pas réel. En fait, si vous traduisez en fait la structure du langage,
il vient de dire ouais, mais en fait quelque chose, en fait c'est pas réel parce que ça n'influe pas sur la dette nationale, la guerre en Ukraine, la guerre en Israël. Ben oui, mais non, mais ça pourrait influer sur le monde entier, sur l'humanité, une chose pareille. Et donc, il vient en fait de banaliser. Alors, certains se sont demandé s'il n'est pas en fait tout simplement commandé, en service commandé, on va dire, où on lui a pas dit, bon bah écoute, tu vas dire ça, et puis voilà. C'est une espèce de banalisation, si vous voulez, du fait par rapport à cette traduction de langage. Il y a une espèce de banalisation. Oui, mais il y a des choses plus importantes que les ovnis. Ok, il y a des choses plus importantes. Pas obligatoirement, parce que ça peut influer sur les énergies, ça peut influer sur nos comportements sociologiques, à savoir qu'on n'est peut-être pas seul, tout simplement. Ça peut nous influer sur les religions, comme on l'a vu par exemple en ce moment sur les organisations indépendantes qui en fait recrutent des spécialistes en sciences de la religion. On l'a vu avec Madame Pascoula, etc. Et donc, non, ça influe la perception de l'humanité. Donc c'est aussi important que la dette nationale ou même que les guerres, parce que ça pourrait avoir un impact, mais dans toutes en fait, les structures des sociétés modernes, et même dans les sociétés fonctionnant sur des modes traditionnels. Donc ce qu'il dit, c'est un peu bête en fin de compte, mais j'ai l'impression qu'il a banalisé. Si vous traduisez bien ce qu'il dit, c'est qu'il banalise en fait. Il dit que c'est pas très important en fin de compte. Donc l'autre inspecteur général avec lequel Grosch avait engagé en tant que dénonciateur était l'inspecteur général de la communauté du renseignement, donc Thomas Monen. Le compte-rendu a rapporté en juin que Monen a trouvé des allégations de Grosch crédibles et urgentes en juillet 2022 et qu'une enquête sur la représailles de dénonciature d'abus a été ouverte. Le rapport note également que Grosch est entré en contact avec les membres personnels du comité du renseignement du Congrès, mais Grosch aurait indiqué qu'il était limité de ce qu'il pouvait partager parce que les fonctionnaires n'avaient pas les autorisations et l'autorité voulue. Ça, on l'avait vu et on va le revoir d'ailleurs tout de suite. Dans une lettre récente au groupe UAP, Monem a déclaré que son bureau n'avait pas proposé des audits. Alors, si vous vous rappelez, c'est la fameuse lettre un petit peu lunaire, hein, qu'on a eu du mal à traduire, qu'il a fallu retraduire 2 fois, etc. Puis après, on a eu un spécialiste, en fait, dans le domaine de la taxonomie, dans le domaine de l'écriture administrative, etc. Il nous avait en fait expliqué en fait comment que ça se passait. C'est vrai que c'était un petit peu plus simple. Donc voilà, au moins le législateur de la Chambre ne connaît pas encore ses espoirs. Je n'attends rien à cela, déclarait Burchett au journal, jusqu'à ce que nous recevions un entrepreneur public-privé qui a coché sur quelque chose, qui s'occupe de certaines de ces choses qui se présentent. Beaucoup de personnes sont élevées en grande partie parce qu'elle n'est pas compatible avec la FOIA. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de compatibilité en fait avec la liberté en fait relative la loi sur l'information en fait au public. Donc nous n'arriverons jamais à faire quelque chose. Ce sera notre parole contre la leur. Donc c'est une espèce de combat. Hein. Ce que j'avais dit, j'avais parlé de cette dualité en fait entre le Pentagone, le DOD, etc., les services de renseignement, et puis le Congrès. Et j'avais parlé, si vous vous rappelez, j'avais parlé de cette espèce d'antagonisme en fait, espèce il y a 2 camps qui s'affrontent en fait, tout simplement. Donc pourquoi en fait ils s'affrontent sûrement qu'il y a des intérêts aussi militaro-industriels, etc. Donc voilà, et les membres du Congrès n'ont pas le courage de les prendre parce que les entrepreneurs de la défense graissent incroyablement bien cet endroit. Alors là, c'est une accusation directe, comme quoi des entrepreneurs privés payent tout simplement des gens du Congrès. Donc ça, c'est une accusation directe envers le Congrès, comme quoi des gens en fait sont payés pour se taire, tout simplement. Bon, écoutez, on va vous payer, vous vous taisez, et puis tout va bien. Voilà. Et d'ailleurs, c'est assez révélateur hein, par rapport à ce qui s'est passé, hein, par rapport aux déclarations qu'on a eues avec les membres du Congrès après les auditions de David Grosch et tout, quand ils se sont aperçus qu'en fait qu'ils ne savaient rien, etc. Et ils se sont aperçus qu'en fait, il se passait quelque chose. Donc, il y a sûrement de la corruption, ça c'est clair. Alors, pourquoi, comment, aller savoir, est-ce que ça concerne les ovnis, je ne sais pas.
Mais en tout cas, il y a des domaines de corruption, ça c'est clair. Donc il y a des corruptions, parce qu'ils viennent de le dire en fin de compte, dans l'article. Donc voilà, donc c'est une accusation qui est directe. Alors on va revenir juste au live un petit peu. On va revenir au live concernant donc la sortie en fait de de Madame Paulina, voilà, Anna Paulina et de Jared Moskowitz. Donc, les représentants, tous deux, ont dit que les porte-paroles du DOD ont déclaré que les membres du Congrès siégeant au sein du SCIF n'avaient pas l'autorisation appropriée suffisamment élevée pour entendre les réponses à certaines des questions sur lesquelles ils se sont renseignés. Un autre point de frustration pour ces deux. Alors, je peux comprendre que ces deux personnes, ces deux personnalités politiques soient frustrées, mais je reviens encore sur le niveau d'accréditation, le niveau d'habilitation qu'a déclaré David Grosch. Non, ils n'ont pas le niveau d'habilitation et c'est normal. Vous avez différentes classifications, mais c'est comme ça. Ils ont pas. En fait, on a l'impression que ces gens de la politique, alors c'est parce qu'ils font de la politique, mais ils sont pas au courant en fait comment ça fonctionne au niveau de la mécanique de la défense aux États-Unis et la mécanique du renseignement. J'ai l'impression qu'ils sortent en fait, qu'ils sortent de leur grotte, mais fallait se renseigner avant un petit peu quand même. Enfin, je veux dire, ça paraît logique. Je sais très bien, par exemple, moi, si j'étais accrédité défense, j'aurais en fait une accréditation défense pour certains domaines, mais j'aurais pas une accréditation supplémentaire pour d'autres domaines. Je pourrais avoir une accréditation défense pour l'aéronautique, mais j'aurais pas une accréditation défense pour le nucléaire. Bah, c'est exactement pareil. Pour la France, ça serait pareil. Vous avez en fait différentes accréditations. Hein. Ça vous donne pas accès à tout, quoi. Et donc, effectivement, on peut comprendre leur frustration, mais bon, moi, je veux dire, hein, ça m'a pas étonné du tout, quoi. Voilà, tout simplement, ça m'a pas étonné du tout. Donc, on va regarder tout de suite. Pareil, une autre information. Alors c'est John Greenwald, donc le champion FOIA. Donc il le dit très bien. Et là il dit à la communauté du net, en fait, aux réseaux sociaux, il dit le brainstorm. Il appelle ça un brainstorm. Lors du briefing classifié sur le AP, si l'on dit aux membres du Congrès qu'ils n'ont pas l'autorisation d'obtenir les réponses qu'ils recherchent sur les ovnis, sur quoi pensez-vous qu'ils ont posé des questions? Donc, c'est à vous de vous les poser. C'est pas à John Greenwald, ni à moi, ni à Doug Johnson ou qui que ce soit. C'est à vous de vous les poser. Donc, sur quoi pensez-vous qu'ils ont posé des questions? Bah, retirer complètement les extraterrestres de l'équation? Ben oui. Alors, arrêtez avec cette idée d'extraterrestres, de ce qu'a dit David Grosch. C'était pas ça au départ. Au départ, c'est d'obtenir des éléments sur des faits relatifs aux ovnis. Voilà. Donc, sur quoi aurait-il pu poser des questions? Donc, faut bien réfléchir. Faut bien réfléchir à ça. C'était sûrement pas une question d'extraterrestre. En fait, on nous a dit que nous n'avions pas l'autorisation d'apprendre certaines choses. Donc, a déclaré Moskowitz. Et Madame Paulina, on nous dit que nous n'avions pas assez avec ces programmes, ce qui va à l'encontre de l'objectif de ce que nous sommes censés faire. Mais si vous retirez l'équation de ce que vous pensez, de ce que disait David Grosch, c'est pas ça qu'ils ont posé comme question. Ils voulaient en fait des questions relatives aux ovnis aux États-Unis, etc., sur la déclassification et sur la surclassification. On leur a dit, bah non, on peut pas, vous n'avez pas l'accréditation nécessaire, les habilitations nécessaires pour pouvoir obtenir ce genre de documents. Hein, et donc c'était sûrement pas sur une histoire d'extraterrestre ou quoi que ce soit. Il y a un moment, faut revenir sur Terre, quoi. Revenez sur Terre, parce que c'est quand même assez incroyable quand on voit les réactions sur Internet, quoi. Revenez sur Terre. Et ils ont juste demandé. Ils ont posé des questions, ils n'ont pas accès à certaines questions parce que c'est relatif à la sécurité nationale. Alors peut-être qu'ils les auront en comité restreint, peut-être qu'on leur donnera des accréditations, des habilitations dans le futur, je ne sais pas.
mais faut arrêter de penser que ils ont refusé de donner l'accès parce que c'est une histoire d'extraterrestres. Et d'ailleurs, John Greenwald l'explique très bien. Hein. C'est un spécialiste hein, du domaine administratif aussi dans le domaine du renseignement, dans le domaine aussi de la gesticulation du renseignement, c'est quand même un spécialiste. Et c'est ce qu'il dit. Il a bien compris que posez-vous la question de ce qu'ils ont dû poser. Et donc, à mon avis, ça a dû poser problème à un moment donné. Et puis, on leur a dit, bah non, on peut pas vous donner ni les vidéos, ni les documentations relatives, voilà. Voilà, vous n'avez pas le niveau nécessaire, donc alors on verra comment que ça se passe. Alors, on aura peut-être, justement, là je suis positif, si un comité restreint, là par contre, ce sera plus compliqué de leur dire non. Là, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on leur dira, bon bah ok, maintenant nous on veut les documents parce que ça commence à bien faire. Donc vous nous les donnez, parce que sinon, à mon avis, les crédits, ils vont fondre hein, comme neige après la pluie, quoi. Donc voilà pour de ce qu'on peut dire en fait de ce qui s'est passé. Alors moi personnellement, je suis pas étonné. Hein. Je ne suis pas étonné. Je le répète, je ne suis pas étonné. Je l'avais prévu depuis septembre, ce qui allait se passer par rapport au dire de David Grosch, comme quoi que si des politiques n'ont pas d'accréditation, d'habilitation nécessaire pour obtenir la documentation et les éléments, ça ne servira à rien. Vous pourrez faire tous les briefings, toutes les réunions que vous voulez, ils les donneront pas, tout simplement. Et, et c'est pour ça que j'essaie de le faire comprendre. C'est pour essayer de balayer un peu cette naïveté, ce rêve, en fait, ce doux rêve d'obtenir comme ça la divulgation du jour au lendemain. Vous n'êtes pas prêt de l'avoir, je peux vous le dire. Donc voilà. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des éléments, de nouveaux éléments. Hein, suite à ceux en fait qui étaient parus en 2017. Donc on verra, hein, il y aura peut-être d'autres choses, on verra, mais ça sera très lent. Ça sera très lent, ça c'est évident. Donc voilà. Allez, on va passer sur une autre news. Alors c'est The Hill, c'est très intéressant ce que nous dit The Hill. Alors on va essayer de traduire la page tout de suite. Alors désolé parce que je l'avais pas traduite. On va vérifier. Voilà. Alors technologie surprise. La Chine a réussi devant nous en matière de récupération d'OVNI. La recherche. Alors il se pose des questions comme quoi la Russie et la Chine seraient devant. Alors, je ne vais pas faire des spéculations, mais je me demande si la Chine n'a pas quand même des choses un petit peu plus avancées par rapport à ce qu'auraient les États-Unis. Mais alors, c'est pas par rapport, bien sûr, à ce qui s'est passé en Alaska, c'est pas par rapport à ce qui s'est passé aux UAP détruits par un F-22 Raptor et identifiés par deux F-35 Lightning. Mais je me demande quand même si la Chine n'a pas peut-être un temps d'avance. Alors, je dis pas que c'est chinois, hein, attention, parce qu'il ne faut pas me méprendre sur mes propos. Mais je me demande si quand même ils ont peut-être un temps d'avance. Alors, on va regarder The Hill parce que je me méfie aussi, comme je vous l'avais dit, maintenant je me méfie quand même des déclarations de The Hill et de News Nation. Je me méfie quand même parce qu'ils ont tendance à faire le buzz. Donc, alors la semaine dernière, un ancien scientifique de la défense donc est devenu le 10e ancien fonctionnaire officier scientifique du gouvernement, allégué à ce sujet publiquement que le gouvernement américain a récupéré au moins un OVNI. L'écrasante majorité de ces personnes affirment également que le gouvernement a transféré les engins récupérés à des entrepreneurs de la défense pour une analyse technique et scientifique. Alors on ne sait pas en fait. On ne sait pas. Personnellement, mon avis, alors mon point de vue de chercheur dans ce domaine, par rapport à ce que je connais en termes de documentation, d'histoire, moi j'ai plus l'impression qu'ils font de la recherche sur ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont filmé, sur ce qu'ils ont par rapport à ce qu'ils ont récupéré, c'est-à-dire rien. Et d'ailleurs, c'est pas de moi, c'est d'un scientifique, d'un astrophysicien, qui déclarait que bah non, il faut que de la recherche sur ce qu'ils ont filmé, parce qu'ils n'ont pas l'objet, ils n'ont pas l'objet dans le garage, donc ils ont en fait
ils ont fait de la spectrométrie, de la spectrographie pour pouvoir analyser ces objets, etc., avec des avions, sur un bord de bateau, peu importe, les moyens, ou sur base. Et ils ont des tas de vidéos d'OVNI, ça n'y a pas de souci. Et à mon avis, le postulat scientifique démarre de là. Alors, il y en a, il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu dis que Grosch est un menteur. Non, Grosch n'est pas du tout un menteur en fait. Grosch, il a jamais vu d'objet, il n'a jamais vu d'entité biologique, il n'a jamais vu de matériaux. Alors, revoyez l'audition, c'est 40 personnes qui lui ont dit. Il n'a jamais rien vu. Donc, alors bien sûr que c'est quelqu'un qui avait un haut niveau, etc. Il n'y a pas de problème, mais il n'a jamais rien vu de ses propres yeux. C'est ce que il n'a jamais touché, hein, l'objet lui-même. On lui a dit. Donc, je me demande si plutôt ces recherches scientifiques sont plutôt basées sur l'observation, d'après ce que disait dans les années 90, fin 90, un astrophysicien en disant que s'ils sont en train de faire de la recherche, c'est parce qu'ils ont filmé des choses, mais ils n'ont pas récupéré quoi que ce soit. Et moi, je penche plutôt pour ça. Donc, je serais plus pragmatique, si vous voulez, parce que je doute qu'un ovni se crache, en fait, tout simplement. Alors, c'est possible, hein. Attention, je dis pas qu'un ovni serait pas capable de se cracher, mais je le vois pas comme moi dans ma perception et dans ma connaissance en fait du fait de la phénoménologie du fait ovni. Ma perception, je ne le vois pas comme un engin, donc c'est un peu plus compliqué vis-à-vis de ma perception, mais effectivement, il se pourrait qu'un engin venant d'outre-espace ou un seul engin s'est craché et qu'il l'ait récupéré, je dis pas le contraire. Mais il n'y en a pas 50, il n'y en a pas 20, il n'y en a pas 22, 23, comme le disent certaines chaînes quand ils déclarent n'importe quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Il faut un moment, il faut revenir sur Terre. Hein. Faut revenir. Hein, il faut revenir sur Terre, ça fait du bien de temps en temps. Je vous le conseille quand même, parce que sinon ça peut partir loin. Hein. Autant aller au cinéma. Donc, l'écrasante majorité de ces personnes affirment également que le gouvernement a transféré les engins récupérés à des entrepreneurs. Donc ça, c'est les entreprises privées. Par ailleurs, des sources interviewées par le journaliste d'investigation, donc Michael Schellenberger, affirment que les entrepreneurs de la défense étudient une douzaine ou plus d'ovnis récupérés. On n'a aucun document, rien du tout. Moi, je suis désolé, mais Schellenberger nous a déclaré qu'il y avait à peu près 30 à 40 dénonciateurs, donc lanceurs d'alerte, qui en fait s'étaient éparpillés dans différents services entre l'ARO, le gouvernement, etc. On n'a pas de trace. De plus, je soulève une contradiction. Vous avez le docteur Kirkpatrick de la Haro qui a fait une interview la tout récente sur CNN qui a dit clairement qu'il attendait que des personnes lui déclarent qu'on a récupéré ça. Alors que 3 semaines, un mois avant, Schellenberger disait qu'il y avait des lanceurs d'alerte qui avaient été voir la Haro. Et Kirkpatrick a dit que non, il y avait personne que... Enfin, alors, est-ce qu'il ment? C'est possible. Mais il a dit, on attend, si vous avez des choses à nous dire, venez nous voir, le bureau est ouvert, dites-nous ce que vous avez, et puis on va faire une enquête. Après, voilà. Et là, il affirme encore que les entrepreneurs de la défense étudient une douzaine d'ovnis récupérés. Toutes les sources de Schellenberger affirment qu'un secret excessif entrave une compréhension complète de la technologie énigmatique des objets récupérés. Ok. Alors, Monsieur Schellenberger dit qu'il a des sources, n'apporte aucun document, n'apporte aucune preuve, n'apporte aucun nom. Donc, méfiez-vous, non, dans ce qu'il est en train de dire. Donc, je donne l'information, mais par contre, je la valide pas du tout. Parce que moi, Monsieur Schellenberger m'a pas téléphoné ou m'a pas envoyé un mail en me disant, bon voilà, je t'envoie les documents, voilà, moi j'ai la preuve. D'accord. Donc, après, on peut dire n'importe quoi. On peut être journaliste et dire n'importe quoi. Moi, voilà, on peut avoir un journaliste demain du Figaro qui dit qu'il a contact avec la direction des renseignements militaires en France, et puis que le journaliste du Figaro va nous dire ouais, mais moi j'ai une source au sein de la DRM qui vient de me dire qu'ils avaient récupéré en France des ovnis. Imaginez ça sur le Figaro, c'est exactement pareil pour The Hill. Donc,
Et puis vous attendrez quoi? Vous attendrez des éléments, des preuves de la part du journaliste, et puis bah ça sera qu'une déclaration sur un article web. Voilà. Donc, outre un réseau étendu de sources a déclaré chez Lemberger qu'au moins 30 tonnes, voilà, donc les fameux 30 dénonciateurs familiers de ces prétendus efforts de récupération et d'analyse des ovnis ont témoigné au Congrès. Le bureau analyse des ovnis mandaté par le Congrès du gouvernement américain et les surveillants d'investigation qui supervisent les États-Unis, le département de la défense et la communauté du renseignement, ça c'est normal. Fait important, l'inspecteur général de la communauté du renseignement a estimé que les allégations de Grosch étaient crédibles, il n'y a pas de souci. En outre, le lanceur d'alerte, ancien responsable du renseignement, ok, donc ça on l'avait déjà vu. En tant que représentant, Mike Gallagher, membre du comité spécial permanent de la Chambre des représentants du renseignement, a déclaré récemment que de nouvelles protections adoptées par le Congrès ont abouti toutes sortes de dénonciateurs d'abus qui sont sortis. Ces individus, a déclaré, disent aux enquêteurs du Congrès qu'ils ont fait partie de tel programme d'OVNI. Donc, il y a plein de gens qui lui ont dit plein de choses en fait. En fin de compte, c'est exactement pareil. Donc, reflétant la stature des personnes qui ont parlé au Congrès, Rubio a demandé quelle incitation, tant que les personnes avec ce genre de qualification, ce sont des personnes sérieuses, doivent se manifester et en fait assembler quelque chose, en fait ensemble, faire quelque chose ensemble. Donc des dizaines de hauts fonctionnaires sont effectivement fous. Ils ont quelque peu convaincu les principaux membres du Congrès de traiter leur allégation extraordinaire avec la plus grande gravité. En juillet, le chef de la majorité, Schumer, donc ils ont fait donc une loi, l'amendement Schumer, donc ce fameux groupe bipartisan sur la fameuse loi pour la divulgation. Donc ils ont fait ça. Donc à la suite des déclarations, la Chine et la Russie ont peut-être également récupéré des ovnis. Ah bon, alors ça j'aimerais bien savoir. La libellé et législation faisant allusion au potentiel croissant de surprises technologiques de la part d'adversaires étrangers. Alors pourquoi ils parlent de surprises technologiques? Est-ce que ces surprises technologiques sont liées aux UAP qui auraient été abattus par le NORAD, ou l'UAP abattu par NORAD qui franchissait, si vous voulez, donc les frontières de l'Alaska. Est-ce que c'est ça? C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire que ils ont des technologies très avancées qui brouillent les capteurs des F-35. Donc, on va faire le lien de cause à effet. Si vous vous rappelez, on avait vu sur le site Warzone, qu'il y avait eu l'affaire donc de F-35 qui avait identifié un UAP, donc un phénomène aérien non conventionnel. Le NORAD a dit ça brouillait en fait les capteurs des F-35. Ils ont envoyé un F-22 Raptor pour abattre l'objet. Donc l'objet a été explosé. Apparemment, il est tombé dans les montagnes. Enfin bref. Et puis donc en Alaska et on a demandé les vidéos, je crois que c'est Ross Coulthard qui avait demandé les vidéos, etc. Bon, ils ne veulent pas donner les vidéos, etc. Et je me demande s'il n'y a pas une cause à effet en disant que c'est les Chinois, alors que c'est peut-être pas les Chinois. Je me demande si... J'ai l'impression que les Chinois, comme on dit, j'ai appelé ça dans mon dernier UAP News des chinoiseries ufologiques. J'ai l'impression que les Chinois, ils ont bon dos. Vous vous rappelez, si vous connaissez le projet Blue Book, si vous connaissez le projet Sign, le projet Grudge, etc., dans les années 50, les années 40, à la fin des années 40, en fait, au départ, c'est les Russes. C'est les Russes qui avaient des objets. Bon, après, comme c'était trop intelligent, on s'est dit, non, c'est pas les Russes qui avaient ce genre d'objets, parce qu'ils sont pas assez avancés pour avoir ce genre d'objets. Alors maintenant, c'est les Chinois. Moi, ça me fait rire, ça me fait doucement rire, cette histoire. C'est vrai que je suis c'est assez risible. Donc, selon les États-Unis, à la retraite, le colonel de l'armée l'air Cardinal, qui a servi aux côtés de Grosch lors d'une itération précoce des efforts contemporains d'analyse des ovnis au gouvernement américain,
L'affirmation concernant l'existence d'une course aux armements terrestres se produisant au cours des 80 dernières années. Tiens, c'est marrant, 80 dernières années, ça correspond aux 80 dernières années de l'ufologie médiatique, axée sur les technologies d'ingénierie inverse d'origine inconnue et fondamentalement correcte. Ces allégations émanant de deux anciens hauts responsables de la défense en collaboration avec des rapports... Mais tout concorde, hein. C'est marrant, ça concorde avec l'histoire des ovnis, ça. C'est quand même dingue. En collaboration avec des rapports d'enquête indépendants, soulève toute une série de questions de problèmes de sécurité nationale, et clairement le Congrès fait attention. Enfin, il y a quand même quelque chose qui est quand même assez risible, parce que même si ils ont récupéré en 1947, allez, un ovni, ok, on va parler du crash de Roswell, où la Chine a récupéré dans les années 40, ou comme le disait David Grosch en 1933, ils auraient récupéré un ovni, Mussolini, etc. Nous étions avant la Deuxième Guerre mondiale, où les nazis ont récupéré un ovni, et ils auraient basé des technologies sur cet ovni, etc. Combien même, dans les années 50-60, on avait quand même des appareils, enfin on avait quand même des objets qui étaient... on n'aurait pas pu créer technologiquement, même basé sur une technologie comme ça exotique, on n'aurait pas pu créer des objets volants comme ça. Sachant qu'on a mis des milliards et des milliards pour des avions qui font encore du bruit, qui ont encore des ailes, qui ont encore des queues, combien même a coûté le F-117, dont les premières planches datent des années 70, qui après a été utilisé pendant la guerre du Golfe. Ça a coûté des milliards de dollars pour un avion qui fait encore du bruit, qui n'est pas repéré au radar. Et là, on nous dit, bah oui, mais non, mais ils auraient récupéré des super technologies, ils les auraient déjà mis, je vais dire, en fonction dans les airs, et puis que ça serait pris pour des ovnis. Non, j'y crois pas du tout. J'y crois pas par rapport aux faits, par rapport aux enquêtes, par rapport aux rapports, par rapport à ce que voient les pilotes civils et militaires, et par rapport aux ufologues, par rapport aux enquêtes qu'ont fait les ufologues pendant des décennies. Non, ça ne correspond pas du tout à un objet, une ingénierie inverse. Et puis, sachant qu'on a en plus des cas de polymorphisme, on a des choses bizarres, donc pratiquement incompréhensibles. On a des intentionnalités qui ne ressemblent à rien de stratégique, hormis peut-être l'approche des centrales nucléaires et encore. Je vais dire, voilà, non. Non, c'est pour nous dire encore que c'est les Chinois, non, c'est pas la peine. Donc la législation dirigée par Schumer, par exemple, définit l'intelligence non humaine comme toute forme de vie non humaine, intelligence et sensible, et ça c'était dans l'amendement, indépendamment de la nature ou de l'origine ultime qui peut être présumée responsable des ovnis. Donc, peu importe. Notons l'expression intelligence non humaine apparaît dans 2 douzaines de fois dans la législation, ça c'est assez énorme, à côté des références fréquentes à des preuves biologiques de l'intelligence non humaine. De manière critique, la législation proposée par Schumer définit le programme d'OVNI, héritage, précisément comme dénonciateur d'abus allégués. Donc tout gouvernement ou secteur privé s'enfoncera à collecter, à exploiter ou inverser les technologies d'origine inconnue ou à examiner les preuves biologiques de l'intelligence non humaine vivante ou décédée. Fait tout aussi important, le projet de loi reflète les allégations des dénonciateurs, c'est normal. S'il est adopté tel qu'il est rédigé, le projet de loi exigerait que tous les ovnis récupérés et toutes les preuves biologiques de renseignements non humains qui peuvent être contrôlés par des personnes ou des entités privées, entre guillemets privées, soient remis au gouvernement des États-Unis dans l'intérêt du bien public. Bon, je vous rappelle, je vous avais expliqué de l'objet qui se crache dans votre jardin, hein, ça appartient au gouvernement. Donc une section différente dans la même législation, parrainée par Guy Brang, donc la sénatrice et Rubio, offre un aperçu intriguant des programmes décrits par les dénonciateurs. Donc, curieusement, à la suite d'un exposé classifié dans l'inspecteur général du département de la défense sur les ovnis cette semaine, Burlinson a déclaré: il semble que quelqu'un ait découvert quelque chose, une forme avancée de propulsion ou de technologie. Alors voilà, c'est ce qu'il a déclaré. Alors ça, c'était à la sortie du fameux briefing classifié. Il a dit que quelque chose, une forme avancée de propulsion de technologie qui pourrait en fait changer toute notre vie.
Alors ça m'a un petit peu interloqué. Alors une technologie donc qui remplacerait le pétrole, donc l'essence, le pétrole, les énergies fossiles, enfin toute énergie en fin de compte, et il changerait toute notre vie. Mais ça voudrait dire qu'une telle technologie bouleverserait l'économie mondiale, puisque des milliards et des milliards sont brassés par rapport aux énergies fossiles, par rapport enfin, au pétrole, par rapport à toutes les énergies différentes qui sont utilisées. Là, ça serait une énergie qui pourrait changer toute notre vie. Donc, est-ce qu'ils sont capables de divulguer une telle chose pour des intérêts économiques, des intérêts de contrôle des populations et de contrôle de la finance mondiale? Ça m'étonne. C'est pas des humanistes, hein, vous savez, les financiers. Hein, qui pensent pas au peuple, hein, ils pensent à l'argent et au graphique. Hein. C'est comme ça qu'ils sont très mathématiques. Il existe effectivement cette technologie pourrait poser de nouveaux dangers ou résoudre, alors effectivement, de nouveaux dangers, oui, au niveau sociétal ou économique, ou résoudre certains nombres de défis mondiaux, comme par exemple l'écologie. Mais comme la note de législation Guy Rubio dans sa section Sens du Congrès, un secret extraordinaire entourant les ovnis récupérés crée des tuyaux de cuisinière de technologie de sécurité qui pourraient menacer le principe mondial de la nation entière de la technologie de pointe critique. Bah oui, c'est ce que je viens de dire, enfin tout simplement. Vous aurez en fait, si demain on vous dit c'est fini l'essence, c'est fini le pétrole, c'est fini le gaz. Vous avez toutes les entreprises de gaz qui s'écroulent, toutes les entreprises pétrolières qui s'écroulent, plus tous les gens qui travaillent dedans, toute la technologie des énergies renouvelables s'écroule. Enfin, vous avez un bouleversement mondial qui pourrait, à mon avis, affecter l'humanité, une bonne partie de l'humanité. Quoi. Donc, et en fait, celles qui s'en sortiraient le mieux, si on fait une prospective, ce seront plutôt les populations qui n'utilisent pas de technologie que nous utilisons, qui s'en sortiraient le mieux pour utiliser ces nouvelles technologies. Par contre, nous, comme nous sommes dépendants de nucléaire, pétrole, etc., avec une nouvelle technologie, tout s'effondrerait. Ça serait une catastrophe économique, mais monumentale. Donc, est-ce qu'ils sont prêts à aller jusque-là? En fait, ils sont en train de, quand même, quelque part, à travers cet article, donc je fais très attention, surtout à celui qui est signé. On peut penser qu'aussi la Russie fait des recherches dans le domaine. On peut penser que la Chine fait des recherches dans le domaine. Enfin, je veux dire, les ovnis, ça n'arrête pas aux États-Unis, comme on l'a dit, c'est un phénomène mondial. Donc, il passe par la Chine, le phénomène passe par la Russie, il passe par tous les pays du monde entier, il passe au-dessus de régions modernisées, il passe au-dessus de régions traditionnelles. Donc, c'est possible. Je peux pas le dire. Je peux pas le confirmer, mais s'il y a eu un crash aux États-Unis, il aurait pu y avoir un crash en Chine, en Russie ou n'importe où ailleurs d'ailleurs. Mais je suis un peu moins sûr. Voilà. Donc voilà. Alors une autre info, c'est une info sympa. C'est un communiqué de presse du 17 octobre. Ça s'appelle Les étonnantes enquêtes du bureau des ovnis. C'est dans Affaires sensibles sur France 2. France TV 2. Donc c'est intéressant. Alors ça va être diffusé, c'est un documentaire de 45 minutes réalisé par Marine Hague, Patrice Caillonneau, Vincent Barral et Michel Pignard. Et puis ça va être diffusé ça passe en fait tous les dimanches à 15h05. Et là, ça sera le dimanche 5 novembre, 15 à 15h05. Donc, on va parler des ovnis. Et oui. Alors, affaires sensibles. Alors, c'est un phénomène étrange qui a été observé cet été par de nombreux Français, des dizaines d'objets lumineux, se déplaçant dans le ciel, etc. Alors, ça recommence un petit peu, une invasion extraterrestre. Alors, il y a toujours les premières questions comme ça. Une invasion extraterrestre, une nuit d'ovni, la question des hypothèses se sont vite emballées, mais finalement, pas de petits hommes verts. Alors, eux, ils concluent, il s'agissait lors du passage. Alors, c'est marrant parce qu'ils commencent l'article
en disant voilà, on a trouvé la réponse. On trouve la réponse de ce que vous avez vu. C'était des systèmes de satellites d'Elon Musk, de la société SpaceX. Ok. On vous donne le premier postulat, c'est qu'on sait vous expliquer ce que c'est un OVNI. D'accord ? Alors, l'article est juste, enfin la manière dont c'est décrit c'est juste, effectivement, beaucoup de personnes voient des satellites d'Elon Musk et puis pensent que c'est des ovnis en fait. Ça c'est normal, ok, je suis d'accord. Une personne qui connaît pas ce que lance Elon Musk dans l'espace va prendre en fait ces satellites pour des ovnis. C'est entièrement normal. Donc mais ça me fait rire la manière dont ils apportent en fait l'article, comment ils proposent l'article. C'est vraiment encore comme s'ils avaient la réponse. En fait, on vous apporte déjà la réponse pour pouvoir décrédibiliser ensuite ce qui va venir. Alors ça, je me méfie du documentaire du coup. Dans ce numéro, Affaires sensibles s'intéresse aux ovnis, ces objets volants identifiés qui inquiète et fascine toujours. Un sujet pris très au sérieux par les scientifiques. Le CNES, oui, enfin les scientifiques, le CNES. Il faut arrêter avec le CNES aussi. Le CNES, non, c'est pas le CNES qui s'occupe des ovnis, c'est pas le CNES qui est chargé d'enquêter sur les ovnis, c'est un organisme. C'est ce qu'on appelle un organisme technique, c'est un service technique qui s'occupe de ça, c'est pas le CNES. Alors c'est rattaché au CNES, mais c'est qu'un service technique. Et il monte en épingle, en fait, si vous voulez, le côté officiel en disant oh, attention, le CNES il s'occupe. Non. Le CNES, ils s'en foutent. C'est un service technique avec un type, deux types et 3-4 ultra rationalistes bornés qui s'occupent de ça. Voilà, donc bon, voilà, c'est non scientifique. Non, il n'y a rien de scientifique. Hein. Il y a eu un comité à un moment scientifique à l'époque. Donc d'Alain Esther, il y a eu un comité, et puis il y a eu un comité de pilotage avec Yves Sillard, là c'est vrai que c'était un haut niveau, mais bon après il n'y a rien en ce moment, il n'y a rien quoi. Donc nous allons raconter des histoires incroyables, confiées à ce bureau des ovnis, bon c'est pas un bureau des ovnis, alors j'imagine la tête de Madame Cordier et puis de Patrice Seret quand ils ont vu le bureau des ovnis, ils ont dit... ça a dû être mal, des scénarios dignes des meilleurs films de science-fiction, et regardez... on remet en fait une couche sur la sociologie, donc science-fiction, qui pour certains n'ont pas révélé tous leurs secrets. En Provence en 65, c'est un agriculteur qui affirme avoir été surpris par l'apparition d'une soucoupe volante et des êtres mystérieux. Alors ça, c'est le cas de Valençol, je suppose. Lors d'un vol Nice-Londres, c'est le vol AF94 de Jean-Charles Duboc. Donc, ce sont deux pilotes et un steward qui auraient aperçu une drôle de sphère de couleur rouge et de taille immense à quelques kilomètres de leur avion. L'objet aurait disparu d'un coup. Donc, voilà. Alors, je me méfie. Je me méfie parce que c'est le traitement qu'on va en faire. Surtout qu'en plus, s'ils ont fait un documentaire sur l'actuel GIPAN, l'actuel, à mon avis, ça va pas être de la tarte, je peux vous le dire, je vais être trivial un petit peu, mais ça va pas être de la tarte, surtout l'ingénieur qui actuellement gère le service, d'après ce qu'il pense. Affaires sensibles, donc vous raconte des multiples rebondissements de ces trois affaires fascinantes, recueillies par les témoignages qui illustrent combien la question d'une vie extraterrestre interroge, voilà, on met le postulat extraterrestre. C'est incroyable. On vous parle de phénomènes aérospatiaux non identifiés, phénomènes aériens non conventionnels, on vous met des extraterrestres dedans. C'est eux qui apportent l'hypothèse. C'est eux qui parlent de l'hypothèse. Ce ne sont pas les gens qui s'y intéressent. Ce ne sont pas les enquêteurs. Ce ne sont pas les passionnés qui s'y intéressent. Ce ne sont pas les associations qui parlent d'extraterrestres. Ce sont les journalistes. Ils sont obsédés par cette question extraterrestre dès qu'on leur parle d'OVNI. Mais regardez, moi, par exemple, dans les coupures de presse que j'ai faites auprès, moi, des médias locaux, jamais je ne parle de ça. Jamais je ne parle de ça. Et d'ailleurs, mes coupures de presse, jamais ils en parlent. Parce que je n'ai pas donné ce postulat. Et là, c'est repris, en fait, sous un angle. Sous cet angle-là, encore une fois. Et c'est pour ça que je m'en méfie. Mais alors, comme de la peste, ce genre de truc, les scientifiques du GEPAN, scientifiques, non, c'est pas des scientifiques au GEPAN, ce n'est pas vrai. Alors ça, c'est faux. Ce ne sont pas un comité scientifique.
les scientifiques se trouvent au CSU, une organisation indépendante américaine. Donc la Scientific Coalition Studies, ce sont de vrais scientifiques diplômés. Au Japon, il n'y a pas de scientifiques diplômés. Ce sont des ingénieurs. Et puis, vous avez une espèce de structure rattachée autour du GEPAN. Ce sont ce qu'on appelle des enquêteurs indépendants qui n'ont aucune notion scientifique. Ce sont en plus, ce sont des ultra-rationalistes, donc ils sont même pas en plus neutres, qui ne font même pas preuve de neutralité, puisqu'ils ont un premier postulat, c'est que ça n'existe pas. Donc, non. Bah non, je suis désolé. Ça n'a rien de scientifique. Le GIPAN n'a plus rien de scientifique depuis Alain Esterle. Alors, on peut parler encore de Jacques Patnay à l'époque de Yves Sillard. Il y avait encore vraiment des scientifiques qui agissaient, mais ça, c'est fini. Ça. Donc là, d'après les derniers agissements que j'ai vus du GIPAN, là, non, il n'y a rien de scientifique. Enfin, c'est de l'ingénierie si on veut. Voilà, c'est assez propre, mais en plus, il n'y a rien de neutre. Il n'y a aucune neutralité, aucune indépendance. Hein. C'est vraiment un petit peu supervisé par quelques personnes assez néfastes pour véritablement aborder de manière pragmatique et agnostique, parce qu'il n'y a pas d'agnostisme chez le rationaliste non plus. Hein. Il est aussi dirigé lui-même par sa propre croyance sur le fait que ça n'existe pas. Hein. Voilà, donc ça c'est le message que je voulais lancer. Mais je suis sûr j'espère que l'ingénieur d'ailleurs du GEPAN m'écoutera. Donc voilà, donc la question du vie extraterrestre interroge et divise. Les scientifiques du GEPAN ont accepté de nous ouvrir les portes. Vous découvrirez leurs méthodes pour traquer les ovnis. Bon, ils les traquent pas du tout, c'est pas vrai. Et déceler ce qui se cache derrière. Alors vous allez voir en fait que des lanternes taille. Ils vont vous expliquer 2-3 cas qui sont irrésolus, mais ils vous diront que ce sera peut-être qu'on trouvera la réponse d'ici quelques années. C'est ça qu'ils vont vous expliquer. Mais vous n'aurez pas de mystère, vous n'aurez pas de choses incroyables. Hein. Donc, surtout avec ce genre de documentaire, y aller à tâtons. Vaut mieux plutôt l'analyser d'une manière sociologique. Voilà, d'une manière plutôt sociétale. Voilà, ça serait mieux plutôt de les analyser sous cet angle-là que d'aller véritablement écouter... oh là là, ils vont vous donner des choses sur la question, pas du tout. Donc voilà, moi je vais plutôt faire mon psychologue de service, on va dire, de comptoir, en regardant ce genre de documentaire. Je suis désolé pour les gens qui ont travaillé pour ce documentaire, mais ça sera comme ça que moi je vais le percevoir. Donc du fait en plus de l'article là que je viens de lire sur France 2. Hein. Donc c'est déjà un postulat déjà négatif. Donc voilà. Alors, autre information, et là c'est une information, c'est pas des moindres, ça va être la dernière information pour cette UAP News. Alors, voilà, donc nous sommes sur cette fameuse vidéo d'OVNI, alors du phénomène qui avait été annoncé par l'AHARO, par le docteur Sean Kirkpatrick, si vous vous rappelez, quand il avait été auditionné au mois d'avril. Donc on avait une vidéo d'une sphère noire qui passe au Moyen-Orient à travers, en fait, on voit qu'en fait c'est un drone, qui suit en fait la sphère noire. Quand il voit en fait la sphère noire arriver, on va voir de toute façon quelques extraits. Et le drone ensuite capte la sphère noire et va la suivre parce qu'il ne trouve pas ça normal, donc c'est normal. Donc l'opérateur du drone va suivre. Et on va regarder ça. Apparemment, ça sera un ballon. Alors, on va voir ça. Alors, d'après leur analyse, c'est un ballon. Mais c'est encore contesté. Donc par d'autres, forcément, hein, comme d'habitude. Donc le 2 juillet 2022, un drone militaire américain capture une vidéo d'un orbe sphérique métallique survolant le Moyen-Orient. Le ministère de la Défense affirme qu'il s'agit d'un phénomène anormal, donc tel que le gouvernement américain préfère à celui d'objets non identifiés. Le Dr. Sean Kirkpatrick, responsable du ministère américain de la Défense, qui dirige l'enquête du gouvernement américain sur les pans au sein de l'AHARO, a décrit les images lors d'une réunion d'information publique organisée par la NASA en juin 2023. C'est un exemple typique de ce que nous voyons le plus. Alors, si c'est vraiment un ballon, ça va décrédibiliser l'AHARO, mais alors là, d'une force. Nous les voyons partout dans le monde étudiant les manœuvres intéressantes. Donc là, imaginez comment ça casse. Ça peut casser. Si ça se relève à être un ballon, ça va faire mal. Donc lors d'une audience...
je ris, mais en même temps, enfin, je ris, j'ai un sourire, mais en même temps, j'ai des pensées dramatiques pour ça, parce que ça pourrait nous mélanger, en fait, de ce qui est conventionnel et ce qui ne l'est pas. Ça pourrait, en fait, induire en erreur les analyses que l'on peut faire entre, oui, ce qui est conventionnel et ce qui ne l'est pas. Et le problème, c'est que ça risque de parasiter ce genre de... Alors, je dis que qu'on investigue dans une enquête d'un phénomène non conventionnel, je suis d'accord. Lorsqu'on met les moyens, je suis d'accord. Mais le problème aussi qui peut se passer par rapport à ça, du point de vue médiatique, c'est que on peut vite dire ensuite que tout le reste est conventionnel et ce sont des ballons. Alors que ce n'est peut-être pas des ballons. Le problème de ce genre de choses, c'est que ça peut être très parasitaire. Parce qu'on a vu par exemple des orbes. D'ailleurs, le docteur Kirkpatrick le disait très bien. Il y a des orbes qui s'arrêtent à zéro et qui repartent d'un coup. Donc ça, c'est pas des ballons, par exemple. Et il y a des pilotes civils et militaires qui voient des objets ralentir, s'arrêter et accélérer à une vitesse foudroyante. Bon, ça, c'est pas des ballons. Surtout qu'en plus, ils prennent des trajectoires rectilignes. Donc ça, c'est pas des ballons. Mais le problème de ce genre de... si vous voulez, de ce genre de témoignage, c'est que c'est quand on explique un gros témoignage qui a été présenté par la Haro, enfin une vidéo comme ça qui a été présentée par la Haro, si on l'explique de cette manière-là, ça va parasiter peut-être les autres témoignages. C'est ce que je dis, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est bien, mais en même temps, ça va jeter le doute. C'est ça. C'est le problème. Le problème, c'est ça. Même quand c'est véritablement non conventionnel de la part d'un pilote civil et militaire. Si vous dites, bah non, non, c'était pas un ballon, parce que ça a fait ça s'est arrêté, c'est reparti, bon, voilà, c'est un pilote, c'est ce qu'il voit, c'est du réel. Le problème, c'est qu'un tel témoignage, ça peut très bien parasiter en disant, bah non, t'as vu un ballon, en fin de compte. C'est vrai que c'est un petit peu... il faut bien en fait discriminer, en fait, il faut bien compartimenter chaque rappeur et il faut faire attention. Donc, lors d'une audience sénatoriale du service des armées, Kirkpatrick, qui a participé à l'étude de la NASA, a déclaré que 52% des rappeurs du AP évalués par la RO sont ronds et sphériques. Un examen plus attentif du AP de juillet 2022 suggère l'explication plus banale, c'est peut-être un ballon. Alors, ça serait apparemment un ballon. Les images déclassifiées capturées par un drone MQ-9 Reaper ont été partiellement expurgées, masquant les informations sur l'altitude, la vitesse et l'emplacement du drone. Les DOD intitulent la vidéo Objet du Moyen-Orient. Donc là, on le voit, hein, vous vous rappelez, hein, c'est la fameuse vidéo. Donc on avait déjà parlé en vidéo. Bellingcat a géolocalisé les vidéos dans une zone au nord de la ville syrienne de Deir ez-Zor. La vidéo de 25 secondes commence, se termine à 35, commence à 35 et se termine à 35, montrant un groupe de bâtiments. Certaines caractéristiques des images de drone peuvent être mises en correspondance avec les caractéristiques observées dans les images de Google Earth de juillet 2022. Voici une image du début de la vidéo comparée aux images de Google Earth pertinentes. Donc, ils ont utilisé Google Earth directement. Image du drone, un cadre coloré autour des objets que nous avons mis en correspondance dans les images Google Earth. Donc voilà. Donc on voit. Image Google Earth capturée du 13 juillet 2022. Des cases corroborées autour d'objets reconnaissables. Donc là, ils ont bien corroboré la zone en fait. Nous avons comparé les caractéristiques d'identification le long de la trajectoire de l'objet à l'aide d'un panorama créé à partir de la vidéo. Voilà. Voilà, début de la fin de vidéo des images Google Earth capturées le 13 juillet 2022. Image panoramique de la vidéo créée par Timilaen de Bellingcat, cadre coloré autour des objets que nous avons mis en correspondance dans les images de Google Earth Pro. Quelle est sa taille? Une fois la géolocalisation établie, ça c'était facile à faire. Il est facile de mesurer les objets au sol et de se référencer. Bah si, c'est normal. Ça, c'est une logique. C'est-à-dire que quand vous avez des éléments... Alors, quand vous faites une enquête d'un phénomène aérien non conventionnel avec un témoin, vous demandez s'il n'y a pas
de bâtiments, si vous voulez. S'il n'y a pas de bâtiments, de choses qui en fait donnent des repères, qui peuvent nous donner en fait si vous voulez, une estimation de la taille de l'objet par rapport au point où était le témoin et au point où était le bâtiment. C'est-à-dire le témoin c'est A, le bâtiment c'est B, et entre deux, vous avez l'objet qui passe. Donc ça vous permet en fait de vous donner un champ, une espèce une analyse un peu visuelle de ce qu'a vu le témoin, mais de la taille en fait estimée. Donc un bâtiment permet d'estimer à peu près l'échelle horizontale de l'image. Voilà. Donc ça c'est la section du mur peut-être mesurer environ 11 mètres. Donc là ils ont mesuré selon les études de Google Earth. C'est uniquement en utilisant Google Earth Pro. Donc ils ont utilisé des perspectives, une illusion de vitesse. Alors apparemment, la vitesse ne serait pas celle qui est décrite. Donc Kirkpatrick a décrit les images des briefings de la NASA. Nous voyons c'est du AP en forme d'orbe, effectue des manœuvres apparentes très intéressantes. Cependant, il a ajouté que l'orbe dans la vidéo de juillet 2022 ne démontrait aucune capacité technique énigmatique. Bah oui, c'est vrai. Il passe. On voit, enfin, il s'arrête énigmatique, il s'arrête pas. Je veux dire, voilà. Il y a d'autres phénomènes, par exemple, d'orbes qui s'arrêtent et qui reprennent ou qui changent de direction d'un coup. Ça existe. Et ça, c'est pas des ballons. Donc des personnes et des animaux dans une zone rurale peuplée, c'est ce qu'on voit lors de l'audition de la commission sénatoriale des services d'armée. Kirkpatrick a observé comment la caméra du drone pivote pour suivre en fait l'objet. Une explication expliquant pourquoi l'orbe ne démontre pas de capacité technique et qu'il s'agit en réalité d'un ballon pour eux. Donc l'objet ne bouge peut-être pas du tout. Apparemment, il ne bougerait pas. Et nous assistons simplement à encore un effet de parallaxe. Alors si vous connaissez l'effet de parallaxe, c'est que ça a été démontré encore récemment dans une vidéo sur X, où vous avez en fait un avion qui ne bougeait pas. Un avion qui est filmé qui ne bouge pas dans les airs. C'est-à-dire filmé pas avec un autre avion, enfin il y a une personne dans un avion qui filme un autre avion au-dessus d'un pont, et vous avez l'impression que l'avion qui est en face ne bouge pas. Il reste fixe au-dessus du pont. Et c'est ce qu'on appelle, c'est un effet d'optique, c'est le parallaxe du mouvement. C'est en fonction de la vitesse et du degré angulaire. Et en fonction de la vitesse et du degré angulaire et par rapport à votre champ de vision, vous avez cette... et d'ailleurs, ça m'est arrivé, pas loin. Là, je vous parle je suis aujourd'hui le 27, le 26 sur la route, j'ai vu pratiquement un avion qui ne bougeait pas dans les airs. Mais c'est normal, la voiture en fait, était sur une route. Elle roulait en fait tout droit sur une autoroute. Et il y en a un avion qui en fait tentait un virage à un certain angle. Et on avait cette impression que l'avion pendant à peu près une minute, presque une minute à 2 minutes, mais c'était vraiment long, que l'avion bougeait pas dans le ciel. Et au départ, je me suis dit, ouais, c'est bizarre, c'est un faux avion, enfin je veux dire un faux avion, ce qu'on appelle un phénomène mimétique, etc. Ce qu'on connaissait en ufologie. Bah pas du tout, c'était un avion. Et quand on a changé un petit peu quand l'autoroute en fait il y a eu un petit virage légèrement, bah on a vu en fait que l'avion bougeait et tentait un virage. C'est ce que j'ai vu moi. Et c'est marrant parce que c'était véritablement étonnant. Donc j'ai été, moi, par exemple, victime, entre guillemets, d'une illusion d'optique par un parallaxe de mouvement. C'est-à-dire que l'avion ne bougeait pas. Et à mon avis, effectivement, il y a énormément de phénomènes qui sont dans les rapports OVNI, qui sont sûrement des choses conventionnelles et qui sont dues justement à ce problème optique. Ok, mais ça n'explique pas tout. Attention, je m'en tiens... J'en resterai là quand tout de même. Donc le parallaxe fait référence à la différence dans les positions relatives des objets vus sous différentes perspectives, c'est ça, comme illustré dans un diagramme. Donc apparemment l'objet ne bougerait pas. Alors là on voit une personne qui est filmée. Donc ça serait en fait, d'après eux, ça serait en fait un ballon qui ne bougerait pas, tout simplement. Ou du moins, voilà. Alors, ils sont très moqueurs, je pense qu'ils sont quand même
sont un peu moqueurs parce qu'ils verrent que c'est peut-être un ballon ennuyeux lors d'une audience donc du comité des services armés, car Patrick a déclaré qu'il s'agissait essentiellement de toutes les données que nous avons associées à cet événement, sans plus de données pour aider une identification définitive. Les principales hypothèses actuelles semblent être les suivantes: technologie extraterrestre, technologie d'un pays inconnu, ballon. En effet, le site web Arrow répertorie les ballons commerciaux scientifiques parmi les objets courants fréquemment signalés comme pan. Un ballon est conforme à ce qu'on voit dans la vidéo. Il peut être sphérique, apparaître métallique ou particulier sur en aluminium et flotter dans les airs. Selon le site internet de la BBC Science Focus, un ballon en hélium peut flotter jusqu'à 10 km bien au-dessus du plafond opérationnel d'un drone Reaper. Ouais, bah alors là, bien en dessous. Carrément, un drone Reaper. Le fait qu'une vidéo coïncide avec l'Aïd al-Adha, l'une des deux fêtes majeures de l'islam, conforte également l'hypothèse d'un ballon. Donc ça serait en fait lors d'une fête. La vidéo est horodatée du 10 juillet 2022, dernier jour des 3 jours de vacances cette année. En Syrie comme dans d'autres régions du monde musulman, l'Aïd est célébré avec des cadeaux, notamment des ballons, des photos et des vidéos célébrant des célébrations passées de l'Aïd al-Adha à Damas. Et Deir Zor montre des ballons. Donc ils ont vérifié quand même donc il y avait des lâchers de ballons sur place. C'est ce qu'on fait. Moi je l'ai fait moi-même dans des enquêtes sur le terrain s'il n'y avait pas des lâchers de ballons. D'ailleurs j'avais résolu une enquête qui avait fait polémique parce que la personne était pas d'accord, mais j'avais trouvé en fait que c'était un lâcher de ballon d'une fête d'un mariage juif. Il y avait eu des lâchers de ballons, il y avait eu des lâchers de lanternes ou de ballons, etc. Et puis que la personne avait photographié et tout, machin, etc. Et ils avaient filmé et tout. Mais la personne, elle avait vu ça dans les airs. Et puis elle avait dit, ouais, bah, c'était des ovnis, ils étaient en ligne, etc. C'était bizarre, c'était pas normal. Et puis j'avais retrouvé la vidéo, en fait. C'est quelqu'un qui était voisin en fait de cette fête juive, mariage juif je crois, et c'était marrant parce que eux ils avaient filmé en fait l'envoi des ballons, etc. Et ils m'ont renvoyé tout simplement par mail la vidéo, et la vidéo date de la même observation du témoin qui contestait que c'était absolument des ovnis. Voilà, donc j'avais tout simplement réglé l'affaire. Bon, la personne n'a jamais été d'accord avec ça, mais bon, bah c'était ça, si je pouvais pas dire autrement. Donc ainsi, même s'il est passionnant d'imaginer un vaisseau spatial extraterrestre de 30 cm de large, donc volant autour du Moyen-Orient, le rasoir d'Occam suggère que nous avons peut-être simplement affaire à un ballon de fête. Alors, ils sont un petit peu sceptiques dans leur approche, mais bon, en même temps, ils font le travail. Et ils font le travail, et là on peut pas leur reprocher. Alors, il s'agirait apparemment d'un ballon. Et donc, bah voilà, comme ça, l'affaire est probablement réglée. Moi, je pourrais pas me remettre à travailler sur ce genre de cas, tout simplement que si je retravaille sur ce genre de cas, de toute façon, je vais retrouver à peu près la même chose. En plus, eux, ils ont fait des vérifications quand même. Alors, ils n'ont pas été sur le terrain, mais ils ont fait des vérifications s'il y avait des fêtes sur le terrain. Il y avait eu des fêtes, donc ça correspond déjà. Et en plus de ça, il semble qu'il y ait encore des phénomènes de parallaxe. Donc, ils viennent de régler l'affaire. Néanmoins, il y en a qui contestent. Et néanmoins, l'ARO n'a pas encore enregistré ce cas comme un cas réglé. Je tiens à le signaler. Donc, il faut quand même le prendre en compte. C'est quand même assez. Moi, c'est que ça m'interpelle un petit peu parce que pour l'instant, ils n'ont toujours pas réglé le cas, mais à mon avis, le cas il est probablement réglé. Alors, attention, peut-être pas, peut-être que en fait, il s'agit effectivement d'une sphère parce que on a quand même, je suis désolé, mais enfin, je suis désolé pour les gens là qui ont fait enquête, mais on a quand même des cas de sphères, de phénomènes sphériques qui ne correspondent pas à des ballons et à des trajectoires connues. Et on a des arrêts, des reprises et des montées et des descentes. Donc là, c'est pas des ballons.
Mais c'est comme un météore qui tombe. Quand on dit oui, c'est un météore, hein, mais un météore ça ne s'arrête pas dans les airs et après ça ne va pas horizontalement à 4000 km/h. Ça n'existe pas. À moins que vous sortiez un dans un chapeau magique, mais jusqu'alors, ça n'existe pas. Donc c'est intéressant. Le problème est probablement réglé, donc il faudra, je pense que, comme d'autres affaires, tant qu'elles sont débunkées, tant mieux, c'est bien. Par contre, j'ai peur aussi que d'autres, que ce cas parasite d'autres cas et qu'on banalise d'autres cas qui sont peut-être bien plus étranges et qu'il s'agit aussi de phénomènes sphériques. Voilà, je voulais quand même donner mon avis aussi sur la question. Allez, une petite dernière info, je voulais passer quand même à la dernière info, c'est une info du Scientific Coalition for UAP Studies. Alors vous savez que c'est un organisme que je soutiens absolument. J'aime beaucoup leurs travaux, j'aime beaucoup leurs présentations. Ils ont toujours cette bonne approche. Alors, on va regarder tout de suite. C'est pour cette année, c'est la coalition, donc le CSU est ravi de publier le panel de projets internes de la conférence sur les phénomènes aérospatiaux anormaux cette année. Donc, alors voici donc pour cette année ce que nous avons. Alors alors on va avoir donc pour le panel de travaux, on va regarder ça tout de suite. On a Peter Raleigh qui va être chef de projet, donc il va souligner les besoins de recrutement pour les projets en cours. Donc la CSU recrute, explique comment postuler, suggérer des projets d'accéder aux détails sur le site. S'il travaille en communication, je serais intéressé. Tiens. Ralph Howard, étude des drones, donc projet drone analyse sur les rapports de l'EFA sur la rencontre pilote drone. Donc il a étudié 1317 rapports sur plus de 15 000, montrant de nombreux drones volant des altitudes alarmantes. La phase 2 examine l'ensemble de 15 366 rapports pour obtenir des informations à tendance plus approfondies, dans le but de faire distinction entre les drones et les pans. Bien discriminer en fait les deux, donc parfait, super approche. Dans le but de faire distinction, donc les phases futures évalueront les rapports sur les drones canadiens et britanniques, ça c'est très intéressant. Alors on a Tim Oliver. Alors Tim Oliver, lui, il va travailler sur l'étude de la propulsion. L'accent est mis sur la compréhension de la propulsion des interactions des UAP dans les différents environnements. Les études comprennent l'examen de mouvement des pans dans l'air, l'eau, l'exploration des théories telles que les champs de force de dilatation du temps et des altérations constantes gravitationnelles. C'est ce qu'on retrouve en fait chez les phénomènes. Des recherches plus approfondies portent sur l'entraînement de distorsion d'Alcubierre, ça c'est un effet. Des entraînements magnéto-hydrodynamiques et sur la manière dont l'UAP pourrait influencer sur les données radar. Une base de données signature UAP est en cours de développement. Ça c'est cool. Et on a bien sûr Robert Powell, analyse des rapports donc de 1947 à 2016 sur plus de 100 000 rapports de témoins oculaires. Absolument énorme. Je sais pas comment ils font. Donc UAP 301 répondait à des critères stricts. L'analyse a été effectuée sous la forme de taille, vitesse et effets le son. Les formes courantes incluent des disques, des triangles et des sphéroïdes. Donc on revient sur les sphères. On revient sur les sphères, mais là les sphères analysées sur les 301K, ce ne sont pas les ballons du Moyen-Orient. On est d'accord? Donc là, on est vraiment sur des choses vraiment très bizarres. Donc certains objets affichaient des vitesses exceptionnelles tout en restant silencieux. Le principe à conclusion inclut l'association de forme avec la taille et les comportements. Alors Ian Cott et Ian Porritt travaillent sur l'étude sur les intentions nucléaires, donc à l'approche en fait des centrales nucléaires. Le phénomène UAP pose des défis allant de ces manœuvres déroutantes, défiant la physique aux questions d'intelligence et d'intention. Alors oui, on parle en fait de la physique, mais ce qui est intéressant avec la CSU, c'est qu'on parle d'intentionnalité. Ce qu'on ne fait pas beaucoup avec d'autres organismes, par exemple. Là, eux, ils cherchent vraiment à décrypter en fait l'ensemble, si vous voulez, la structure d'un UAP. Donc en matière scientifique, rayonnement, etc., interaction avec l'air, interaction avec l'eau, interaction avec la terre, etc., mais aussi sur l'intentionnalité, donc l'aspect un peu psychologique de l'UAP, donc c'est vraiment passionnant, absolument passionnant. Donc ils sont vraiment à la pointe, toujours. Donc
voilà, et attention, donc CSU a étudié le comportement des pans, en particulier dans le contexte de complexe de guerre atomique, entre 1945 et 1975. C'est marrant, c'est sur une fourchette. Hein. Un aperçu des modèles d'études et des idées sera présenté prochainement. Ça, j'ai hâte, parce que en plus, il faut savoir que tous leurs travaux sont rendus publics au niveau de la CSU, que nous voyons ici. Donc, tous les travaux, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez en fait tous les travaux là ici, ils sont pas encore mis à jour, hein, parce que là on est sur septembre, publication on est sur août. Hein. On avait donc ces fameuses analyses. Alors je crois que j'avais téléchargé, mis sur le Discord. On en parlera hein, de l'organisation du Discord prochainement. On a l'USP, l'indication des analyses sur les sites atomiques, hein, de centrales nucléaires, etc. Mais en particulier les sites de lanceurs, donc entre 45 et 75. Donc là, on l'a sur le 20, justement, ils en parlaient. Donc on a pas mal de choses qui sont véritablement intéressantes. Et on a, j'en avais parlé à propos du rapprochement avec la commission Sigma 2. Voilà, donc ça c'est bien rapprochement avec les Français. Donc on a quand même des choses. Écoutez, c'est quand même, ça devient bon. Alors on attend les prochaines documentations. Moi j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça parce que je soutiens véritablement cet organisme. Donc, écoutez, on en reparlera dans un prochain UAP News. On représentera en fait leurs travaux, etc. Et puis, faut continuer à parler de ces gens qui font leur petit boulot, voilà, qui font pas de bruit, ils sont pas dans des grands sites, ils font pas des scandales, ils font pas de grandes déclarations comme on voit actuellement aux États-Unis dans les médias. Ils font du vrai travail, du travail analytique, prospectif, du travail observationnel. Ils font des travaux de communication. Alors peut-être pas encore assez, je trouve, mais j'espère que ça grandira encore. Tant voilà pour la CSU. Donc on peut que s'en féliciter. Voilà donc pour cette dernière UAP News qui était très longue à cause justement du fameux brief qu'il y a eu avec les congressmen. Donc je vous dis à bientôt. À la prochaine et surtout n'oubliez pas pour le dimanche à 21h30 il y a le live et on va parler bien sûr de ce dimanche qui arrive alors que vous allez écouter cette vidéo. Ce sera donc le soir à 21h30, il y aura un live spécial consacré aux phénomènes connexes de l'ufologie, comme les abductions, les mutilations de bétail, les hommes en noir, les crop circles, cercueils, c'est le cas de le dire, les crop circles, et puis on parlera aussi des crashs d'Orient, etc. Enfin, de tout ce qui est phénomène un peu connexe, qui tourne un peu autour de l'ufologie. Donc ça pourrait être intéressant. Et puis ça va vous permettre aussi de voir qu'il y a aussi autre chose d'intéressant. Voilà. Alors le titre sera phénomène ovni, phénomène connexe, vrai ou supercherie. Voilà, donc on verra tout ça ensemble et bien sûr, ça sera sous un traitement totalement indépendant et agnostique. Hein. Donc je le précise. Voilà, allez, ciao, bye.